Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Comment allez-vous? Dans cet épisode, j'aimerais revenir avec vous sur un sujet que vous aviez beaucoup apprécié. C'est un épisode qui avait fait grand bruit dans notre petite communauté francophone intelligence artificielle. Ça avait même créé un peu de controverse, là, je le dirais comme ça. Là. Qui aurait cru qu'on pouvait créer un peu de la controverse avec un podcast sur la recherche en intelligence artificielle? L'épisode en question, c'était l'épisode 27. Ça a été publié en décembre 2021. C'est intitulé « Un chandail ou chandail québécois tricoté serré ». Bon, c'était pas le meilleur titre au monde, puis désolé. Puis c'est pas le jeu de mots qui avait créé des remous, mais c'était plutôt les sujets, les thèses du rapport dont nous avions discuté. Le titre du rapport en question, c'est intitulé « L'intelligence artificielle au Québec, un réseau tricoté serré ». C'est un bien meilleur titre. Ce rapport avait été rédigé par notre invité d'aujourd'hui. Il est là avec moi aujourd'hui, Maxime Colleret est là avec nous. Est-ce qu'on dit Maxime Colleret ou Collerette? Colleret, oui. Colleret est avec nous aujourd'hui. Merci, Maxime, d'être là. Merci de l'invitation, j'apprécie. Vraiment content que tu sois là pour notre épisode d'IA Café. Merci de participer donc à notre enquête sur la recherche en IA. Je vais te présenter en bonne et due forme, Maxime. Maxime, il est doctorant au programme Sciences, Technologies et Sociétés. C'est à l'UQAM. Il a publié plusieurs travaux sur le développement des institutions universitaires au Canada. Il s'intéresse au transfert technologique et à la mission sociale des universités. Et il s'intéresse aussi aux promesses des nanotechnologies, de l'intelligence artificielle dans plusieurs de ses publications. Vous allez avoir l'occasion d'y revenir. Est-ce que j'ajoute quelque chose d'autre, Maxime? Non, écoute, tout est complet. Complet, pas plus que ça. Non, c'est déjà assez suffisant pour l'instant. Pour l'instant. Maxime, il a aussi publié un texte, c'est en 2020. Le texte était intitulé « D'une révolution avortée à une autre, les politiques québécoises en nanotechnologie et en intelligence artificielle au prisme de l'économie de la promesse ». Donc, chaque mot ici est important. Là, on va essayer d'y revenir pendant la discussion. Il a aussi participé au Time World récemment, là, donc un congrès scientifique mondial sur l'intelligence artificielle. Et le titre aussi faisait écho à ce texte. L'intelligence artificielle fait-elle émerger une économie de la promesse? Donc, économie de la promesse, ça va y revenir. En fait, j'aimerais discuter de tout ça, Maxime. Là. Donc, intelligence artificielle, la recherche en intelligence artificielle, le financement de la recherche en intelligence artificielle, l'économie de la promesse. C'est le programme qui nous attend. Tu te sens à l'aise avec ça, Maxime? Oui, absolument. C'est pas des surprises, là. Non. Tu sais exactement où on s'en va avec ces sujets-là. Écoute, ton doc, t'es au doc. Oui. On va commencer par le début. Donc, tu es au doc. Mm-hmm. Comment tu arrives là? Pourquoi tout à coup, tu t'intéresses à l'intelligence artificielle? Comment tu atterris dans ce domaine? Puis pourquoi ces questions-là, tout à coup, te préoccupent? Moi, au départ, j'ai un baccalauréat en histoire principalement de Québec, Canada. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en histoire également, mais avec une concentration davantage histoire des sciences, histoire des universités aussi, dans laquelle je me suis intéressé à l'influence patronale sur les institutions universitaires. J'analysais l'influence patronale? Oui, avec la Chambre de commerce de Montréal, puis le Conseil du patronat du Québec. Puis leur influence sur les universités québécoises. Les universités québécoises, puis leur conception de ce à quoi sert en fait l'université au sein de la société. Puis je l'ai fait une étude d'environ de 1949 à 2012. Donc les différentes conceptions que le patronat se fait de l'institution universitaire, puis évidemment tout ça en regardant également l'évolution de l'institution en soi, universitaire, les politiques publiques et tout ça lié aux universités. Puis à travers tout ça, en fait, j'ai commencé à m'intéresser aux questions de transfert technologique, mais aussi de technologie, parce qu'évidemment,
le patronat conçoit l'université principalement à partir des années 80, un peu comme un incubateur à nouvelles technologies. Hein. Donc, il va discourir abondamment. Est-ce que c'est lié au fait que tout à coup, on se met à créer les universités du Québec, puis tout ça, c'est nouveau. Après les trois fondateurs, là, je vais les appeler comme ça, McGill, Laval, puis l'Université de Montréal, tout à coup, un nouveau réseau, le patronat s'en mêle-tu plus à partir de là? Mais le patronat s'en mêle, je dirais, tout le temps, mais il va concevoir ça à partir d'enjeux différents. Mais premièrement, la Chambre de commerce de Montréal, sa mission évolue à travers le temps. Dans les années 50, elle est constituée essentiellement de la petite bourgeoisie canadienne-française, puis les débats sont davantage axés sur l'importance culturelle des universités, notamment sur les questions là, qui appelaient à ce moment-là la survivance et ces questions-là. Puis à partir des années 80, ben là, il y a un nouveau paradigme économique qui rentre en ligne de compte avec un peu le désinvestissement de l'État, ou du moins, si ce n'est pas un désinvestissement, ça va être davantage des investissements orientés vers le secteur industriel, par exemple, dans les investissements universitaires. Puis, le patronat, à partir de ces années-là, vraiment va commencer à concevoir de plus en plus l'université comme étant un incubateur à technologie. Puis, ce qu'il veut, c'est de concevoir les politiques publiques en les basant sur des résultats précis, en fait. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Puis là, ben, il va parler des biotechnologies. Un peu plus tard, il va parler de nanotechnologie. C'est intéressant, là, ce lien-là avec le patronat. Là, ça va revenir dans notre discussion. Là, comment que tout ça, c'est cette interaction-là là, entre l'université et le patronat, c'est pas des vases clos. Là, comment que tout ça s'influence? J'ai hâte d'en discuter un peu plus tard avec toi. Donc, doctorant, comment ça se passe au doctorat? Ça avance? Ça avance super bien. Tes questions de recherche sont arrivées comment? Ben, mes questions de recherche, c'est justement à travers toutes ces questions-là de transfert technologique, je me suis intéressé aux brevets. Ma thèse, c'est sur les brevets. C'est pas sur l'intelligence artificielle, c'est sur les brevets au sein de l'institution universitaire. Puis, à travers tout ça, bien évidemment, il y a des questions de propriété intellectuelle. La technologie est fortement liée à ça. Puis, mon centre de recherche, le Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie, voulait s'intéresser à l'intelligence artificielle, cherchait des gens qui pouvaient s'intéresser à ça. Puis moi, avec mon background qui était un peu lié au milieu technologique, universitaire, en fait, je me suis proposé, puis j'ai commencé à, je dirais, consommer de la littérature rapidement pour me mettre au niveau, puis m'intéresser plus spécifiquement à l'intelligence artificielle pendant pratiquement 2 ans. Mais ça reste que je fais ça, pas à temps perdu, là, mais je fais ça à l'extérieur de mes recherches doctorales là, qui sont sur les brevets. Ouais. C'est vrai. Donc, c'est ça aussi un doc. Là. On fait un doc, puis tout à coup, on s'égare, on prend un chemin de travers, on essaie de revenir au doc. Puis à la fin, le doc, ben, il y a une thèse, mais il y a aussi tout ce que tu as fait entre les lignes de l'écriture de cette thèse-là. Et des fois, il y a beaucoup de contenu qui est là, qui n'apparaît pas, puis qui forme quand même la tête que tu as maintenant. Puis t'en es où dans la progression? T'es-tu à la fin de tout ça? Ou... Ouais, il me reste environ 1 an. Grosso modo, Souhaité, mais je pense que c'est assez réaliste. Là. Ouais. Je suis quelqu'un qui se met des objectifs souvent serrés, mais je me mets une pression moi-même pour respecter mes propres objectifs. Là. Ben, bravo. Ça fonctionne assez bien. Bravo, pas le choix, là, sinon ça peut s'étirer. C'est beau, doctorat-là. Donc, dans 1 an, on se revoit ici, puis on se dit bravo. Exactement, c'est l'objectif. Je ne vais pas te mettre de pression, là, mais c'est vrai que c'est dur à conclure, surtout quand on prend des petits chemins de travers comme ça, puis on essaie de rester concentré. Mais je me rappelle, j'avais une liste de choses à faire. Puis à la fin, c'était toujours écrire ma thèse. Ouais. Puis à un moment donné, il a comme fallu que je prenne la dernière puis que je la remette complètement en haut, là, parce que sinon, si tu fais toujours ça en bout de piste, là, ça avance pas. Ouais. J'aimerais parler avec toi de financement de la recherche en intelligence artificielle. Donc, c'est quelque chose que tu as exploré, justement, pendant tes petits chemins de traverse pendant ton doc. Donc, parlons de financement de la recherche en intelligence artificielle. Donc, tu as maintenant une connaissance, en tout cas dans le rapport, c'est vraiment ce qui a été tenté, là, une espèce de portrait sociologique, je dirais, de ce champ de la recherche en intelligence artificielle, de ce réseau tissé serré. Peux-tu nous brosser un
un tableau, je dirais, général d'à quoi ça ressemble en ce moment. C'est qui les principaux acteurs, les principaux bailleurs de fonds, à quoi ça ressemble en ce moment, là? Ça me passionne. J'ai mon idée, mais j'aimerais ça savoir comment tu dépeins ça. Mais en fait, quand on a commencé à faire la note de recherche, le rapport sur l'intelligence artificielle, ce qu'on s'est intéressé principalement, c'est OK, il y a du financement, des sommes qui vont à peu près 1 milliard de promis là, depuis 2017 au secteur de l'intelligence artificielle. Puis 1 milliard, c'est, je dirais, le minimum parce qu'on s'est assuré là, de ne pas surenchérir puis de contre-vérifier chaque financement pour s'assurer qu'on était correct. Fait que peut-être qu'il y en a un petit peu plus, mais disons, soyons conservateurs, disons 1 milliard environ. Euh, C'est au Canada, ça? c'est au Québec. 1 milliard au Canada, au Québec Ouais. plutôt, en financement sur la recherche en intelligence artificielle. Qui a été promis puis officialisé sur une période de 5 ans, en fait, OK. depuis 2017, là, grosso modo. Puis là, ben, ce qui nous a intéressé, c'est qui sont, je dirais, les principaux acteurs, là, pas nécessairement oui, aussi les personnes, mais les principaux regroupements, les groupes de pression, s'il y en a, qui font en sorte que le gouvernement investit à certains endroits et non pas à d'autres endroits. Puis, ce qu'on a fait, on a regardé le COGIA. Je ne sais pas si tu connais le COGIA, mais c'est le comité d'orientation de la grappe en intelligence artificielle qui avait été mis en place en 2017 par le gouvernement du Québec dans l'optique de se faire conseiller dans ses financements pour financer ce qu'il appelle la grappe en intelligence artificielle. Puis, on a regardé aussi les différents organismes qui avaient été créés en partie par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, c'est-à-dire avec les fonds publics. Puis ce qui nous a intéressé, c'est de regarder les acteurs qui administrent ces différents organismes-là, puis également les acteurs qui conseillent le gouvernement du Québec dans ses politiques de financement. Puis en faisant ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un noyau assez restreint d'acteurs qui finalement conseillaient à la fois le gouvernement, mais aussi avaient, disons, une forte position pour orienter les fonds publics une fois qu'ils étaient investis au sein des différents organismes, parce qu'ils siégeaient aussi sur le CA de ces organismes-là ou à titre de directeur scientifique, par exemple, de ces organismes-là. Donc, il y avait un lien à faire entre le COGIA puis les différents organismes. Là, on peut parler, par exemple, de Mila, de Ivado, de Scale AI, qui ont été créés à partir de fonds publics. Puis, c'est eux les principaux acteurs? Ce serait qui? Les principaux acteurs, là, disons, Il y a le Mila, tu as parlé réseau, de Scale? Scale AI, Mila, Ivado Labs, qui comme se scinde en 2 entités là, différentes. Ouais. Donc ça serait les principaux acteurs. Sinon, il y a le Creative Destruction Lab aussi, qui reçoit de l'argent, qui est à HEC, en fait. Oui. Mais à peu près à ces différents groupes-là... Le CCMIA aussi? Oui, mais le CCMIA, c'est le conseil fédéral, en fait. Ah, fédéral, ça. Oui, c'est au niveau fédéral. Mais les principaux, disons, organismes qui sont ce qu'on qualifie, nous, d'organismes charnières. Okay? C'est des organismes qui vont se situer entre le milieu industriel, économique, disons le champ économique, puis le champ universitaire et scientifique, pour assurer le transfert des connaissances de l'institution universitaire vers le milieu industriel. C'est généralement ça qu'on voit là, depuis environ les années 80, lorsqu'il y a un... Donc, ces acteurs-là sont exactement entre les deux, là. Oui, ils sont exactement entre les deux, en fait. Ils font le pont entre l'université puis le financier. Oui. Le meilleur exemple, c'est le Mila. Le Mila, qui était un centre de recherche, je dirais, conventionnel au sein de l'Université de Montréal pendant longtemps. Puis, en 2017, a eu le titre d'OBNL. Donc, sort du milieu universitaire, devient un organisme indépendant, même si, évidemment, il y a des gens sur le CA qui sont à l'Université de Montréal. Mais assure le pont, il y a des membres industriels, des compagnies qui sont membres, puis assure le pont entre les différentes compagnies et le milieu de la recherche, que ce soit les étudiants à graduer au doctorat ou à la maîtrise, mais aussi des professeurs qui vont pouvoir entreprendre des recherches pour différentes entreprises au sein du MILA. Donc, on voit tout ça arriver. Puis nous, ce qui nous a intéressé, c'est à la fois en regardant le nombre assez restreint d'acteurs qui ultimement conseillaient le gouvernement puis dirigeaient ce qu'on peut appeler, disons, la grappe, l'écosystème, disons-le comme ça, de l'intelligence artificielle.
il y a un concept en sociologie, quand on regarde les positions institutionnelles comme ça, c'est la multipositionnalité. La multipositionnalité, ça a été développé entre autres par Luc Boltanski, un sociologue français, qui dit, grosso modo, ça on le sait déjà, mais chaque champ, disons le champ économique, le champ universitaire, le champ politique, ont des logiques particulières, sont relativement autonomes, avec des logiques particulières. Puis, nous, les acteurs qui conseillent le gouvernement au sein du champ politique, se retrouvent aussi au sein du champ économique, souvent en tant que propriétaire d'entreprise ou en tant, par exemple, de gestionnaire d'un incubateur, puis au sein du champ universitaire. Donc, ce qu'on assiste, en fait, c'est l'intégration de ces trois champs-là par l'entremise de certains acteurs. Puis l'intégration de ces champs-là, évidemment, ce que ça fait, c'est que ça amène les principaux acteurs qui gèrent cet écosystème-là à avoir des objectifs communs. Hein? Donc, oui. les objectifs communs, ici, passent par l'accroissement du financement public en intelligence artificielle. Hein? La multipositionnalité permet un petit peu d'expliquer là, ces dynamiques-là, là, de constamment vouloir davantage de fonds. Parce que quand on se retrouve dans un organisme qui reçoit de l'argent, au même moment qu'on conseille le gouvernement, puis qu'on se retrouve aussi au sein du milieu industriel qui profite de l'engouement pour l'intelligence artificielle, mais nos intérêts institutionnels font en sorte qu'on a, la plupart du temps, certains types de discours qu'on peut pratiquement prédire d'avance, hein, parce que c'est ça pour pratiquement toutes les technologies, là, ce genre de dynamique-là. Vraiment trippant. On reviendra sur ces rôles-là. Là. Donc, j'aime bien le fait qu'il y a plusieurs acteurs qui jouent plusieurs rôles, qui sont à plusieurs endroits. En éthique, ça fait partie de mes champs. En éthique organisationnelle, là, ça peut poser problème. On y viendra un peu plus tard. Les principaux bailleurs de fonds, qui nous lance de l'argent d'en face comme ça? Là? En ce moment, on a l'impression que c'est un peu ça, l'intelligence artificielle. Là. Tu mentionnes le mot, puis il y a de l'argent. Ouais. Ça vient d'où? Ben, nous, en fait, on s'est intéressé principalement au milieu public, aux fonds publics. Donc, évidemment, ça va être le gouvernement du Québec, mais également le gouvernement du Canada, qui a mis des initiatives, l'initiative des super grappes d'innovation, qui a mis ça en place dans la deuxième moitié de la décennie 2010, dont l'objectif, c'est de financer ce qu'ils appellent des super grappes d'innovation dans certains domaines technologiques précis. Puis, grappe, c'est-tu cluster en... Ouais, c'est cluster. Okay, ouais, exact. Je me dis grappe. Mais cluster, ça fait plus de sens pour moi. C'est un cluster, mais là, c'est rendu un super cluster. OK, super grappe. Oui, c'est ça, exact. C'est pour ça qu'il y avait ça comme ça. Donc ça, c'est de l'argent fédéral qui a passé par l'initiative des super grappes d'innovation, donc l'ISI. Ça, c'est par exemple... Scale AI qui a été financé par qui est considéré comme un super cluster dans les termes fédéraux. Sinon, il y a des concours, par exemple un concours Apogée, qui est aussi un concours fédéral, qui a été financé Ivado à hauteur de 93 millions, si je me souviens bien. Wow, c'est impressionnant. Oui, pour un centre de recherche, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Aussi, le gouvernement du Québec qui a investi à la fois dans Scale AI, dans Ivado Labs, également dans Mila, qui est à hauteur d'à peu près 100 millions, un truc comme ça. Wow. Donc, on a principalement des joueurs politiques, des joueurs de l'État, en fait, qui financent de manière substantielle. Substantielle, c'est très poli. Oui, c'est ça. Surtout considérant... je dirais l'enveloppe budgétaire de l'État québécois, là, qui n'est pas l'enveloppe américaine. Là, parce que ces montants-là aux États-Unis, on dirait, il n'y a pas grand-chose. C'est ça, exact. Mais là, à l'échelle québécoise, c'est quand même c'est quand même substantiel, comme tu le dis. Tu parlais dans le rapport d'un réseau, on les voit, là, les acteurs, on voit d'où vient le financement. Tu parlais d'un réseau tissé, serré, donc c'est votre expression. Puis ça me semble être pas juste descriptif, hein. Ça veut dire que ça semble aussi une critique d'un réseau un peu trop serré. Est-ce que j'interprète mal le sous-texte? Là, Ben nous, c'est sûr, évidemment, dire que c'est un réseau qui est trop tissé serré, c'est une posture un peu normative, on s'entend. Nous, ce qu'on voulait faire, en fait, en parlant de tricoter serré, on visait à être davantage descriptif au sens que, effectivement, objectivement, si on le regarde, c'est vrai que c'est assez tricoté serré. Okay, évidemment, l'expression punch un peu, là, on s'entend. Mais, disons, en tant que sociologue, ce qui nous
paraissait important, c'était au moins d'être un vecteur d'intelligibilité, là. De dire, ben, en ce moment, c'est ça qui se passe. Le réseau est tissé de cette façon-là. De cette façon, ces dynamiques-là, on peut expliquer, disons, une partie du financement, puis aussi une partie des promesses qui sont véhiculées à la fois par ces acteurs-là, mais aussi par l'État, hein, qui récupère un peu ces promesses-là pour avoir l'aval un petit peu des citoyens lorsqu'il fait ce type de financement-là. Donc, ce qu'on voulait, c'est expliquer comment ça fonctionne. Puis, effectivement, on considère que le réseau est peut-être un peu tricoté trop serré, en fait, là, au final. Parce qu'en même temps, si on regarde surtout des analyses comme ça par grappe en sociologie, les clusters, quand on se met à regarder les acteurs d'un champ de recherche, par exemple, n'importe quel champ de recherche. En fait, moi, je le fais moi-même là, dans mon champ de recherche pour voir qui sont les acteurs, qui sont où va le financement. Je m'amuse aussi avec ça. Puis nécessairement, quand on fait ce genre d'études-là, on arrive souvent à la conclusion qu'il y a finalement très peu d'acteurs, que tu peux les lister sur une feuille, que c'est toujours les mêmes qui jouent les plus grands rôles, puis surtout en matière de financement, plus on joue un grand rôle, plus on a du financement, puis plus on a du financement, plus on joue un grand rôle. Donc, il y a une espèce de boucle infinie, là. Donc, est-ce que le réseau tissé serré AI est différent des autres réseaux tissés serrés? Ouais. J'ai envie de dire, à l'échelle québécoise, aussi serré que ça, moi, j'ai pas vu ça souvent. Évidemment, j'ai pas étudié toutes les technologies qui existaient, ni tous les réseaux, on s'entend. Mais ça reste que c'est des dynamiques qui reviennent constamment, pas juste au Québec, là. Puis je pense aussi, c'est en partie pour ça que notre note de recherche, elle a eu un écho appréciable, selon moi, ailleurs dans le monde qu'au Québec. Oui. Hein, parce que ce type de dynamique-là est assez récurrent au final. Oui. Mais ce qui est intéressant au niveau sociologique, c'est que analyser ça explique néanmoins beaucoup de choses. Même si c'est pas nécessairement nouveau, ce type de dynamique-là, là, on s'entend. Oui, non, vraiment intéressant de voir de voir tout ça. Écoutez, je voulais te parler aussi des... bon, on en a parlé, ça m'a accroché, là, je l'ai pris en note sur les super... Comment tu appelles ça? Les super grappes. Les super grappes, les conflits de rôle aussi, c'est-à-dire que dans ton explication, on voyait qu'il y avait plusieurs acteurs. C'était souvent les mêmes acteurs, mais aussi, là, on en ajoutait une couche que ces acteurs-là pouvaient occuper plusieurs rôles dans différentes instances, puis dans des instances que des fois on imagine ou on souhaite avec certaines séparations, une certaine forme d'indépendance. Puis pour moi, ça, c'était un peu plus préoccupant. Donc, des acteurs qui occupent des rôles dans les universités politiques, économiques, ça a été mentionné, puis qui sont à la fois conseillers gouvernementaux, puis en même temps bénéficiaires de fonds publics. Ouais. Ben, je ne sais pas, moi, ça me fait réagir. De quoi parle-t-on ici? Est-ce qu'on parle de conflits d'intérêts, conflits de rôle, conflits, je ne sais pas, mais des problèmes d'éthique organisationnelle? De quoi on parle ici? D'être conseiller puis en même temps bénéficiaire, ça me semble, est-ce que c'est commun? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Ben, en fait, nous, ce qu'on utilise comme terme, c'est une apparence de conflit d'intérêt. Okay? Puis la raison est assez simple, en fait, c'est que pour être, disons, légalement en conflit d'intérêt au niveau juridique, là, il faut être titulaire de charges publiques officielles au Québec. Ce que les conseillers consultatifs ne sont pas. Okay? Le gouvernement, il nomme ces gens-là à titre consultatif, mais ce ne sont pas des conseillers ministériels, par exemple. Donc, ils ne se retrouvent pas en situation de conflit d'intérêt, disons, au niveau juridique, au niveau légal. Par contre, tous les juristes ou un éthicien va vous dire que si on exerce son jugement pour quelqu'un, puis qu'on a intérêt qui interfère avec ce jugement-là, en fait, on est en situation fortement apparente de conflit d'intérêt. Ça me fait rire, l'apparence de conflit d'intérêt. Le conflit d'intérêt, je l'enseigne dans mon cours, puis souvent, je me sers de cette expression-là. Apparence, c'est souvent parce qu'on ne le sait pas. Fait qu'on va dire qu'il y a apparence, mais à la fin, il faut quand même conclure, y a-tu conflit d'intérêt ou pas? Puis en l'occurrence, ici, c'est les personnes qui sont dans la position d'exercer leur jugement pour conseiller. Est-ce que le fait qu'ils soient aussi bénéficiaires, est-ce que ça se peut que ça influence un peu
leur jugement. Oui, ben en fait, c'est une des sous-thèses du rapport. Hein. C'est que, justement, étant donné que ces gens-là sont dans certaines positions, évidemment, le type de conseil qui a été fait dans le rapport du COGIA bénéficie en particulier aux organismes représentés par ces gens-là. En fait. Bon, ça me semble plus préoccupant. Il y avait l'exemple dans le rapport, c'était l'exemple c'était la femme de Desmarais, de Oui, Paul Desmarais, c'est ça? c'est Hélène Desmarais. Ouais. Hélène Desmarais, donc, qui est présidente et coprésidente chez Ivado Lab, Ivado Labs. puis qui est gestionnaire des fonds publics, c'est Ouais. ça? Ben, en fait, elle est coprésidente ou présidente d'Ivado Labs, coprésidente de Scale AI, euh, coprésidente du conseil d'administration de HEC. Ah oui. Bref, elle a toutes sortes de positions institutionnelles qui, effectivement, fait en sorte qu'elle, elle gère, je pense, que c'est 400 millions, un truc comme ça, là, de fonds publics destinés à l'intelligence artificielle. Sauf qu'elle, elle ne conseille pas le gouvernement au sein d'un conseil Ah. consultatif. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Pierre Boivin. Ah. OK? Pierre Boivin. On les salue d'ailleurs. Là. Oui, on les salue. C'est risqué de mentionner des noms, mais en même temps, c'est une enquête. Là. Donc, Oui. on observe, on ne fait pas d'accusation, on regarde juste qu'est-ce qui se passe, puis quand même d'avoir des acteurs comme ça qui occupent ces rôles clés, il faut au moins avoir la décence de mentionner ça. Puis, parce qu'on s'est fait critiquer un petit peu par rapport à ça, mais ce qui est... J'imagine, oui. Ce que je trouve important, en fait, c'est que ça n'a rien de personnel envers ces personnes-là. Là. C'est que ces individus-là, ailleurs, ce sont d'autres personnes qui ont les mêmes positions. Oui. Ils n'ont pas le même nom, mais ça ne change rien. Nous, ce n'est pas une critique personnelle envers ces personnes-là. On regarde tout simplement les positions institutionnelles qui produisent certains types de discours là, froidement. Tu sais. Puis, par exemple, Pierre Boivin, qui était président... directeur, je pense le titre là, du COGIA, était simultanément président du conseil d'administration du MILA. Okay? Puis le COGIA, en fait, conclut qu'il faut financer le MILA. Donc, là, c'est un beau hasard. Oui, c'est ça. Ben, c'est pas un hasard, là, mais non, mais c'est ça. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, le financement est justifié, mais c'est ça le problème avec l'apparence. On va y aller avec l'apparence de conflit d'intérêts, c'est qu'on finit par mettre en doute un peu la qualité du jugement de ceux et celles qui ont décidé de donner le financement. Puis à la fin, ça peut nuire un peu, je dirais, à la confiance que les citoyens peuvent avoir dans le système, puis entre autres dans le financement de l'intelligence artificielle. Tu parlais aussi dans le rapport de la concentration, je dirais, du financement. Je pense que ça vaut la peine d'approfondir cette notion-là, à quel point le financement est concentré en AI. On prenait je sais pas, on peut peut-être comparer ça à une pointe de tarte, là. Donc, si on prend le financement général de la recherche au Québec, à quel point, c'est quoi la portion de la pointe de tarte consacrée à la recherche en AI? Ça ressemble à quoi? Mais vite comme ça, j'ai pas les chiffres précis en tête. Mais ce que je peux dire, c'est... premièrement, tantôt, je l'ai dit, on parle d'environ 1 milliard là, qui a été promis à l'intelligence artificielle sur une période de 5 ans. Ça, c'est difficile à comparer avec, disons, le financement de la recherche. Mais ce qui est intéressant, c'est, si on prend l'année 2019 uniquement, les principaux organismes que j'ai mentionnés tantôt, en intelligence artificielle, ont reçu 80 millions de dollars, OK, pour cette année-là uniquement. Alors que les fonds du FRQNT, le Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie, qui finance l'ensemble de la recherche en nature et technologie et génie, évidemment, avait un budget de 60 millions pour la même année. Okay? Puis le 60 millions, évidemment, étant donné que là, c'est au FRQNT, c'est des concours. Hein, ben oui. Probablement qu'une grande partie, je n'ai pas vérifié, mais c'est assuré, une partie quand même considérable était destinée à des chercheurs en intelligence artificielle également, okay? Ce qui est tout à fait correct. Là. Mais au-delà du 80 millions qui étaient destinés à des organismes directement par le gouvernement du Québec, il y a encore plus d'argent que ça parce qu'il faut considérer que le FRQ aussi, à travers ses subventions, finance des chercheurs en intelligence artificielle. Donc, ce qu'on voit, ce qui est certain, puis ce qui n'est pas nouveau, hein, ce qui n'est pas nouveau au domaine de l'intelligence artificielle, ce qui a été le cas également avant avec, par exemple, les nanotechnologies, c'est que pendant ces périodes d'engouement technologique-là,
on voit un certain accaparement des ressources pour ces différentes technologies-là précisément. Puis ça dure 10-15 ans environ. Puis après, il y a une nouvelle technologie. Hein. Vraiment, j'ai hâte de revenir là-dessus avec toi, là, mais donc cette leçon-là historique, là, il y a quelque chose qui se passe. J'avais pris en note, moi, dans le rapport du... tu sais, on regarde la concentration du financement. J'avais pris en note dans le dernier rapport de l'IREC là, sur la stratégie numérique du gouvernement. D'ailleurs, on y cite à plusieurs reprises vos travaux. Bravo. Donc, on rappelle que le financement a tendance à mettre beaucoup d'œufs dans le même, dans le même panier, je dirais. L'exemple donné, c'est que le budget fédéral de 2019 prévoyait 100 millions, donc consacrés en une seule année à 4 organismes d'intelligence artificielle. Donc 100 millions, ça se peut-tu ou 100 milliards? 100 millions? 100 millions, oui. 100 millions à Ivado Lab, Scale AI, Mila, puis Prompt. Oui, Prompt Québec, ouais. Prompt Québec. Donc 100 millions. Ouais. Ben, c'est gros. Puis c'est encore plus énorme lorsqu'on compare cette somme aux 65 millions de fonds de recherche québécois en sciences naturelles et technologies qui financent tous les programmes de recherche québécois en sciences et génie. Donc 100 millions fédéral pour l'IA, 65 millions pour l'ensemble de la recherche. Donc, pour les chercheurs Après, on se surprendra quand les chercheurs mentionnent intelligence artificielle dans toutes leurs demandes de financement. Là, c'est pas un hasard. Pourquoi le financement s'en va exactement là? Est-ce qu'ils ont hacké le système? Est-ce que les algorithmes qui nous aident à décider le financement sont biaisés? Là? Qu'est-ce qui se passe? Là? Ben, il y a en partie la logique, justement, d'influence de ces acteurs-là, mais sinon, il y a aussi ce qu'on appelle l'économie de la promesse, qui est un concept sociologique, mais qui est en fait, qui est propre à toutes les nouvelles technologies, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de promesses qui sont faites. Puis en ce moment, en intelligence artificielle, c'est des promesses qui sont radicales. Là. On parle littéralement de nouvelles révolutions industrielles. Certains vont dire que les emplois vont disparaître. Bref, il y a toutes sortes de choses. C'est quoi l'économie de la promesse? C'est un concept sociologique? Ben, je peux faire un retour sur ça. L'économie de la promesse, c'est, disons, un concept de la théorie de la sociologie des attentes. Okay? La sociologie des attentes, ça a été développé principalement dans les années 90. Puis, ça a été développé en partie par Arro Van Lent, qui a fait sa thèse de doctorat qui s'appelait Promising Technology en 1993. Pas la première fois que tu réponds à cette question-là, toi, là. Ben non, j'y ai pensé quelques fois. Mais ce qu'a fait Van Lent, en fait, il a regardé comment les promesses d'un domaine technologique influençaient les prises de décision dans le présent. Okay? On était dans un moment qui existe encore, mais où est-ce qu'on analysait les technologies comme étant un objet socialement construit. Okay? Puis Van Lent a dit non seulement une construction sociale de la technologie, mais il faut aussi prendre en considération les promesses, parce que les acteurs agissent dans le présent, construisent la technologie en fonction des promesses qu'ils font. Okay? Ah oui. Donc la promesse est performative, en fait, dans l'action du... Le fait de le promettre fait apparaître on ce qui a essaie été de répondre promis. aux attentes, en fait, le plus possible. Okay? Donc, lui, il a théorisé ça, puis ensuite, l'économie de la promesse, ça part de cette idée-là. Puis en fait, ce qu'on regarde, c'est comment les promesses d'un domaine technologique influencent les acteurs à financer le domaine, évidemment, parce que ces acteurs-là vont se fier aux promesses, en fait, pour dire, OK, on va financer beaucoup parce qu'on nous annonce une prochaine révolution industrielle de manière imminente. Évidemment, si on ne veut pas rater le bateau, il faut commencer à investir Et dans que ça ce revient souvent dans le discours, ça. Tout ça, là. Oui, constamment. Faut pas manquer le bateau. C'est ça. Le bateau est trop gros. Il est où? Ben, on le voit partout. Vous le voyez pas. Il est ailleurs. Il est dans d'autres économies, dans d'autres sociétés. Il faudrait pas manquer ça. Ouais. Puis ça, c'est constamment. Puis c'est repris par le COGIA, en fait, ce type de propos-là. Ah ouais? Il y a... Peut-être pas intentionnellement, là, je veux dire. Non. C'est souvent le cas. Là. C'est quelque chose qui est là. Dès qu'on parle du développement des technologies, on s'enthousiasme, on promet, on développe les technologies en fonction de ces promesses-là, puis la roue tourne. Exact. Puis, généralement, l'économie de la promesse, ce qui est intéressant, c'est que ces promesses-là sont largement spéculatives, même si elles feignent la certitude.
un jour, après, disons, un certain moment, qu'on finance le domaine, mais on se rend compte que les promesses ne sont pas remplies, puis qu'on a peut-être un petit peu surfinancé le domaine en fonction de nos attentes. Puis, généralement, ce qu'on voit, c'est un genre de crash. Hein. Donc ça fait partie de l'économie de la promesse. En fait, c'est faire l'économie de la promesse. Puis c'est quoi les impacts de ça? Souvent, c'est un désinvestissement du domaine technologique en particulier, au profit d'un autre domaine technologique la plupart du temps. Tu me devances un peu, on s'en va là. C'est C'est sûr bon. qu'on est là-dedans. On anticipe que peut-être que le financement va se tarir. Un jour, moi, ce que ça me rappelait, c'était cette forme d'économie de la promesse-là. Moi, je le vois dans le discours des chercheurs. Dans ma tête, je l'ai utilisé, là, le discours des chercheurs. Puis c'est intéressant de voir ce discours-là, je ne sais pas si on peut l'appeler le discours de la promesse, là, mais dans le discours des chercheurs, c'est peut-être l'idée la plus géniale de la recherche, là, des chercheurs, c'est de promettre tout et en même temps rien, en même temps. Là, Puis là, le dire comme ça, c'est drôle, mais c'est fascinant de le voir à l'œuvre. Les premiers paragraphes là, d'une demande de subvention, c'est vraiment on va tout changer. Mhm. Regardez, on va transformer la matière, on va changer le monde, notre perception du monde, Puis là, il y a des promesses, là, c'est de la haute philosophie. Puis à la fin, on ajoute en même temps, ça se peut que c'est de la recherche. Ouais. Ça se peut qu'on découvre rien, ça se peut que ça change rien, ça se peut que ça serve à rien. Donc ça me fascine. Puis donc c'est ça, il y a l'économie de la promesse peut-être sociologiquement plus large, mais ça se manifeste aussi chez les chercheurs là, qui sont supposément les dépositaires de la raison, de la patience, puis tout ça, là, alors que dans le discours, là, c'est répété, c'est un mantra, je dirais même. Mais c'est un concept qui a été développé principalement pour l'étude des technologies, mais je pense que ça s'applique dans plein d'autres domaines également, de ce type de logique-là, là, de réagir en fait on fait des promesses, on crée des attentes, puis après ça, ben, si les attentes ne sont pas remplies, il y a certaines choses qui se passent, mais je pense que c'est pas juste propre à la technologie là, en soi. Là. C'est peut-être aussi lié, là, je pense à mes chercheurs en intelligence artificielle, c'est peut-être lié aussi au fait que le financement, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup en intelligence artificielle, mais je me mets à la place des autres là, Mm-hmm. qui voudraient peut-être développer dans d'autres champs. Là, on n'a pas le choix de promettre au moins quelque chose d'équivalent à l'intelligence artificielle si Ouais. on va avoir un peu de cette part de tarte-là. Là, il y a quelque chose à l'œuvre aussi. Ceux qui sont en intelligence artificielle promettent mer et monde, Ouais. puis ceux qui sont à côté se disent ben faudrait promettre quelque chose aussi si on va avoir une partie de financement. Là. Ben, je peux même rebondir sur ça. Il y a des auteurs, il me semble que c'est Mads Borup, au début des années 2000, qui s'intéressait à ça. Grosso modo, disait que le futur, la représentation du futur qu'on propose, c'est un espace de lutte, en fait. Parce que l'objectif, c'est d'imposer la représentation du futur qui va réussir à convaincre. Fait que si nous, par exemple, on est un ingénieur spécialisé en nanotechnologie, puis la personne à côté de nous est en intelligence artificielle, mais l'objectif, c'est de réussir à convaincre, évidemment, pour attirer les capitaux, que c'est notre projet qui doit être mis en place, en fait. Donc, effectivement, cette enflure-là est un peu une compétition là, entre les différents acteurs là, qui ont été... Oui, c'est le relancés. résultat. C'est pas la cause, c'est le résultat de cette compétition-là pour avoir le financement. Autre sujet, je voulais parler le cycle. Ben, tu l'as abordé un peu. Le cycle du battage technologique. Ouais. Donc, on est dedans, là, mais c'était l'expression que je voulais peut-être explorer avec toi. Le cycle de battage technologique. C'est beau aussi. C'est comme les grappes. Est-ce que c'est le hype, moi, je dirais? C'est le hype cycle. C'est une traduction française du hype cycle. Le battage technologique. C'est beau. Ben, il y a battage technologique. Je pense que par moment, j'ai déjà utilisé le cycle d'excitation technologique. Stimulant comme expression. Mais oui, en fait, ça, c'est développé par une firme de consultation. Okay? Gartner, dans les années 1990, qui va développer ça, dont l'objectif principal pour Gartner, évidemment, qui fait de la consultation, c'est de conseiller ses clients en matière d'investissement. Puis là, ben, eux autres, ils font une courbe, puis ils montrent, regardez, les technologies, souvent, vont suivre une courbe. Au départ, il y a une excitation, il y a beaucoup d'investissement, il y a de la rentabilité à faire. Puis à un moment donné, on atteint un sommet. Puis rendu au sommet, ben, généralement, les investissements, les gens désinvestissent. Puis là, il y a un certain crash pour avoir une remontée par la suite, puis effectivement, des applications pratiques, mais qui ne sont jamais à la hauteur des promesses initiales. Okay? Fait que Gartner a développé ça. Puis là, je le mets en termes sociologiques, mais ça a été très utile, en fait, pour les sociologues des technologies,
pour regarder un petit peu, ça simplifie, évidemment c'est un modèle, le modèle simplifie, là, mais on voit quand même que la plupart des technologies, sur une base, des fois c'est plus important, des fois c'est moins important, mais suit un petit peu cette logique-là, qui est simplificatrice parce que c'est pas toujours aussi linéaire que ça, on s'entend. Non, mais si c'était toujours cette même façon-là, on pourrait prédire, on pourrait investir, on pourrait... Exact. Mais on voit quand même que c'est des tendances qui se répètent quand même constamment lorsqu'on annonce des grosses révolutions technologiques, là, un peu comme celle qu'on vit en ce moment. Là. Je te cite, Maxime, dans le rapport, tu dis « Les nouvelles technologies passent par une période de battage, hype, bon, c'est marqué entre parenthèses, durant laquelle les promoteurs discourent abondamment sur le futur en promettant des transformations socio-économiques radicales. Ces discours engendrent des attentes chez différents intervenants, donc État, entreprises, firmes de capital à risque, tout le monde a des attentes, entraînent des investissements se voulant à la hauteur du potentiel révolutionnaire présumé de la technologie. Les attentes n'étant finalement pas remplies, les bailleurs de fonds diminuent considérablement leur implication. Les promesses initiales laissent alors place à un discours plus rationnel sur la technologie qui trouve bel et bien des applications pratiques, bien qu'éloignées des aspirations initiales. Ça résume ce que tu disais aussi, mais où on en est dans ce battage-là, Maxime? Est-ce qu'on est dans le hype, l'accroissement, la lucidité, la descente, le déclin? Bien, évidemment, je ne suis pas un oracle, mais je pense qu'en ce moment, on commence à avoir certains doutes, en fait. Par exemple, le meilleur cas, je pense, c'est Elementary. Okay, parce que, évidemment, l'engouement technologique, mais aussi l'économie de la promesse peut être à l'échelle, disons, nationale, mais ça peut aussi être à l'échelle d'une entreprise, par exemple. Puis Elementary, qui promettait toutes sortes de choses. Hein? Elle promettait d'être le nouveau Google, bref. Puis, ultimement, se fait racheter par des intérêts américains pour une somme qui est de beaucoup inférieure à ce qu'on aurait pu s'attendre, par exemple, un an avant. Okay? Oui. Puis, le gouvernement aussi y a cru. Hein? Le gouvernement a investi plus de 100 millions dans cette entreprise-là. Je pense que ça a donné un coup de barre quand même à Montréal puis au Québec de dire, OK, peut-être qu'il y a des choses qu'on nous promet parce que cette entreprise-là est associée à des gros joueurs quand même de l'intelligence artificielle. Donc, de voir que les promesses, au final, ne sont pas assurées de se concrétiser. On a eu un exemple précis avec Elementary. Donc, j'ai envie de dire qu'on est dans une période où est-ce que j'ai l'impression que de plus en plus de gens commencent à comprendre, ou du moins questionner un peu ce type de promesses-là, dont le premier événement, j'ai envie de dire pratiquement symbolique, mais même si c'était assez concret, c'est Elementary. Puis je peux peut-être rebondir sur une autre chose aussi, parce qu'Elementary est acheté par des intérêts américains. C'est très intéressant de regarder dans les discours promotionnels des technologies le fait qu'on prend peu en compte les différences d'échelle de puissance des pays. Okay? Oui, c'est vrai. Puis, la note de recherche dont tu faisais mention tantôt de l'IREC montre très bien, en fait, que la propriété intellectuelle qui est développée au Québec, au Canada, finalement, appartient de plus en plus à des intérêts américains au final. Non seulement les industriels vont obtenir des brevets américains, mais aussi les titulaires des brevets, parce que sur un brevet, il y a un inventeur, mais il y a aussi un titulaire. Les titulaires sont souvent de plus en plus américains. Ah oui. Puis aussi, une autre chose, c'est que l'univers technologique, disons des startups, là, des jeunes pousses de l'univers technologique, ce qu'on voit, c'est souvent des entreprises qui sont construites avec l'objectif de se faire racheter par un réel acteur du domaine qui sont souvent des intérêts américains. Ou chinois. Ou chinois. Mais on voit quand même au Canada l'influence, au Québec, à Montréal, même beaucoup, beaucoup américaine là, au niveau des rachats qui sont faits. C'est souvent les compagnies de la Silicon Valley en fait, qui rachètent. Là, Donc, cette chute-là, ça devient dans le fond un exemple, peut-être un témoin, peut-être le canari dans la mine. Là, il y a quelque chose qui se prépare. Décroissance peut-être, ou désenflure, réalisme, le choc de la réalité. On ne fera pas tout.
on va faire de belles choses, mais peut-être pas tout ce qu'on nous promet. Je pense que l'expression qui est la bonne, c'est celle que tu viens de dire. C'est le choc de la réalité, en fait, qui ne veut pas dire qu'on ne fera pas de belles choses, mais la réalité finit toujours par nous rattraper. Puis, vas-y. On se croirait sur Zoom. On pourrait parler aussi de ce qui s'est passé. C'est pas la première fois qu'on arrive, qu'on passe à travers, en tout cas au Québec. On a eu d'autres belles parties de notre histoire enthousiasmantes. Là, moi, j'en ai vécu quelques-unes. Donc, les biotechnologies dans les années 80, les OGM, les nanotech. Les OGM, j'étais là-dedans dans les années 90. Je travaillais en biotech, je faisais mes études là-dedans. Donc, j'ai vu ça monter et descendre. Là. Tout à coup, les promesses faisaient plus de peur que de bien, finalement. Donc, les nanotechnologies dans les années 90. Puis, est-ce qu'on peut faire des liens? J'imagine qu'on peut faire des liens faciles, je dirais, entre ces différentes bulles spéculatives technologiques, puis la bulle qu'on traverse en ce moment. Ben, c'est l'objet de l'article que j'ai écrit avec Madi Kelfaoui, professeur à l'UQTR. En fait, on a comparé, disons, les politiques publiques en nanotechnologie et les politiques publiques en intelligence artificielle actuellement au Québec. Puis en fait, ce qu'on montre, c'est que de un, il y a des organismes de conseil qui vont promettre des choses qui sont tout à fait spéculatives. Je donne un exemple parce qu'on pourrait passer longtemps sur ça. On va réduire généralement, puis c'est pas mal tout le temps le cas, la révolution industrielle. On va faire une réduction de la révolution industrielle à la technologie, pour nous promettre qu'aujourd'hui, on va intégrer tout simplement une technologie, puis on va avoir une autre révolution industrielle. Alors que la révolution industrielle ne se réduit pas à la machine à vapeur. Il y a un contexte... C'est comme ça qu'on la raconte, mais ça ne se réduit pas à ça. Exact. Il y a tout un contexte... C'en est un autre modèle d'histoire. Là. On réduit ça à quelques éléments pour qu'on soit capable d'y retenir. C'est ça. Puis ça, mais ça nous permet, en disant, la révolution industrielle, on voit la machine à vapeur qui change tout, qui change même les rapports sociaux, salariaux et tout ça. Donc, maintenant, l'intelligence artificielle va avoir le même impact. Alors qu'un historien de la révolution industrielle va dire, non, c'est beaucoup plus complexe qu'uniquement la machine à vapeur. C'est pas parce qu'il y a une technologie qui arrive à quelque part que tout change. Il y a une relation technologie-société, il y a un contexte socio-historique, culturel, économique qui fait en sorte qu'effectivement, une technologie peut avoir un effet mesuré. Puis, souvent, on va réduire la société à la technologie en promettant, à partir d'une avancée technique, que l'ensemble des rapports sociaux, des rapports socio-économiques vont être transformés dans une période assez courte. Donc, à partir de ce type de discours-là, qui sont présents dans le rapport du Conseil des sciences et de la technologie en 2001, le gouvernement va décider d'investir en créant Nano-Québec. Nano-Québec, puis Nano-Québec Innovation au début, qui est l'équivalent à peu près là, du MILA et de ces différents organismes. C'est des organismes charnières. Ça ressemblait à ça, le financement aussi à l'époque, là, si je peux me permettre. Là, fallait parler de nanotech pour avoir du financement. Là. Je parlais des OGM, biotechnologie, là, tout à coup, nanotech. Ah oui, il faudrait trouver. Surtout en éthique, c'est le fun parce que nous autres, moi, c'est de l'éthique des sciences. Fait que c'est souvent, on va faire de l'éthique sur la science qui est là en ce moment. Puis effectivement, j'ai passé d'éthicien OGM à éthicien nanotech. Puis là, en ce moment, on le voit, le pattern. Là. Exact. Fait que Nano, ça s'appelait Nano-Québec, tu dis. Nano-Québec, oui. C'est Nano-Québec et Nano-Québec Innovation qui ont finalement fusionné au sein du même organisme. Puis, c'était supposé être l'organisme qui allait contribuer à la révolution industrielle, technologique qui allait avoir lieu au Québec. Puis, on désirait positionner le Québec comme un acteur, disons, un leader mondial des nanotechnologies. Puis, pour faire la petite histoire courte, en 2006, je me souviens bien, le président de Nano-Québec promettait des retombées internationales des ventes des nanotechnologies de 2600 milliards de dollars. Alors qu'aujourd'hui, on a un marché d'environ 40-50 milliards à l'échelle mondiale. On est très loin des 2600 milliards, même s'il y a effectivement un marché. Puis l'exemple qui montre un peu que la bulle nanotechnologie a perdu de son lustre, c'est que en 2014 ou 2015, Nano-Québec fusionne avec un organisme de polymères, puis va devenir Prima Québec, pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés. Donc, matériaux avancés. Exact. Qui est la nouvelle niche. Ah oui. Mais qui reste que c'est des nanotechnologies. Mais on n'utilise plus le terme nanotechnologie parce que ça attire plus les capitaux comme ça le faisait au début des années 2000. Oui, puis ça englobait aussi toutes les promesses qui
qui n'ont pas été réalisés, alors que matériaux avancés, effectivement, il y a eu des Oui. belles percées dans les matériaux grâce à la science qui était liée aux nanotechnologies. Mais c'est plus humble, plus réaliste comme façon de parler de la technologie. Puis, à ce moment-là, le cycle de battage technologique fonctionne très bien. Parce qu'on a eu des promesses qui promettaient, en fait, tout, une révolution complète. Puis au final, on a des domaines particuliers qui, effectivement, ont des apports importants au niveau économique, mais qui sont quand même loin des attentes initiales. Ben justement, on peut peut-être se servir de ces leçons-là. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de ces bulles récentes technologiques-là pour nous inspirer, nous guider, qui pourraient nous donner quelques conseils, là, je dirais, pour interpréter, analyser, parler, réfléchir à ce qui se passe en intelligence artificielle en ce moment? Ben moi, en termes de conseils, je pense que le principal, c'est d'exercer sa pensée critique quand on est devant ce type de discours-là. Des discours qui sont fondamentalement spéculatifs, de comprendre que ce sont des discours spéculatifs. C'est correct qu'il y a des gens à ce type de discours-là, mais je pense que le problème, c'est que les gens ne se questionnent pas sur ces discours-là, puis les prennent un peu pour du cash, pour reprendre l'expression. Au sens propre et figuré. C'est ça, exact. C'est pour ça que j'utilisais l'expression. Je pense qu'il y a ça qui est problématique. L'autre chose, c'est, je pense qu'en comprenant que, oui, effectivement, les promesses spéculatives peuvent attirer de l'argent rapidement. Il y a plein de chercheurs, principalement des domaines de technologie. Par exemple, en intelligence artificielle, il y a un chercheur, Gary Marcus, qui dit que c'est un problème, ça, de faire ce type de promesses-là, parce que ça attire des capitaux, mais ça fait aussi en sorte qu'après, on a des hivers. Hein, on a des moments très longs où est-ce que les gens ont déchanté puis se rendent compte que finalement, on ne va pas investir dans ce domaine-là. Donc, ça a des effets néfastes à moyen terme, mais ça a des effets positifs à court terme de faire ce type de promesses-là. Je pense que prendre ça en considération pourrait peut-être amener certains acteurs à voir plus à long terme puis être capable de faire des prévisions là, basées sur des choses concrètes là, au lieu de spéculer. Là. Puis en ce moment, est-ce qu'on se dirige justement vers un nouvel hiver? Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce que je m'achète un manteau chaud? Est-ce qu'on est rendu là où je peux attendre encore un peu? Là? Est-ce qu'on est rendu à un nouvel hiver? Là, c'est sûr, c'est moi qui va faire un discours spéculatif, là, mais... En même temps, je le disais dans un autre podcast, on ne se trompe jamais à faire des prédictions un peu catastrophistes, là, c'est-à-dire que si ça se réalise, ben c'est ça, on a l'air de devin. Puis si ça se réalise pas, ben, on dira ben c'est parce qu'on en avait discuté, toi et moi, pendant un épisode du podcast Beyond Café. Puis vous avez écouté, puis vous avez tiré des leçons, puis vous avez pris les bonnes décisions pour nous éviter tout ça. Là. On va s'attribuer tout le mérite si ça fonctionne. Mais je pense qu'on peut s'attendre dans les prochaines années à ce qu'il y ait un certain désenchantement. Ce qui veut évidemment pas dire que l'intelligence artificielle va disparaître, là, cela dit, là, loin de là. Mais non. Mais je pense qu'on va assister à un certain désenchantement, puis un retour, le retour de la réalité, là, je pense qu'il va arriver. Retour à la réalité. Écoute, Maxime, ça ferait pas le tour, mais il va falloir s'arrêter. Ce sera tout. Donc, notre invité d'aujourd'hui était Maxime Colleret. J'ai dit Colleret ou Collerette? J'ai dit Colleret. Voilà. Les textes de Maxime dont nous avons discuté, ça s'appelait... Donc, le rapport en question, ça s'appelle « L'intelligence artificielle au Québec, un réseau tricoté serré ». Et l'article en question, « D'une révolution avortée à une autre, point d'interrogation, les politiques québécoises en nanotechnologie et en intelligence artificielle au prisme de l'économie de la promesse ». Ce sera tout. À vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle, merci de nous écouter. Évidemment, encore une fois, là, c'est un peu, ça reste québéco-centriste comme sujet. Puis mes excuses à nos auditeurs de la France, Algérie, Maroc, tout ça. Là, mais en même temps, on le disait, là, ça reste un sujet qui est analysé localement, mais il y a évidemment des leçons à tirer pour n'importe qui d'entre vous qui souhaite réfléchir à ce genre d'enjeu là, à partir de sa propre perspective, propre régionalité, pays.
Merci, Maxime, de nous avoir accompagnés pour cet épisode d'IA Café. Ben, merci beaucoup, j'apprécie. Merci encore de nous accompagner au cœur de nos recherches sur les enjeux éthiques et sociétaux associés à l'intelligence artificielle. On se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.